Merci. D'abord, excusez-moi pour mon retard. J'avais une T2A de bronchiolite de ma petite fille de 2 ans à la maison. Et après, j'ai un plateau, je vous abandonnerai plus tôt, et une garde de nuit derrière. Donc, soirée encore bien chargée. Je suis très performante. Alors, je vais quand même vous réexpliquer. Donc, la T2A, pour la faire en très clair, vous arrivez avec une appendicite à l'hôpital, pas de bol. Les malades commencent dès ce soir. Donc, à partir du moment où ce monsieur il arrive, on doit poser une perfusion. L'infirmière, elle va poser un cathéter. On va donner du spasfon. Toutes ces choses-là, pour nous, elles ont un code barre, comme dans les supermarchés, d'accord? Et donc, à la fin, chaque équipe, les équipes infirmières, le médecin, on code. Vraiment avec un flash, comme au supermarché, pour comptabiliser ce que nous a coûté l'hospitalisation avec tout ce qu'on a fait pendant ce temps-là. Et donc, même l'opération, elle a un code. Donc après, le chirurgien, il doit choisir entre appendicite simple, appendicite avec péritonite, est-ce qu'il y a eu un lavage, etc. Donc ce qui est bien, c'est que comme après avoir opéré, il a beaucoup de temps à passer à son bureau, parce qu'on a que ça à faire, il doit encore perdre 2 heures à coder. Une fois qu'on a fait tout ça, ils ont créé pour patients, on dit 45 ans, appendicite, pas d'antécédents, on a créé un groupe homogène de malades. GHM, et des groupes homogènes de séjour, GHS. Ils ont fait une moyenne. Et si on se lâche plus, sachant qu'une journée d'hospitalisation, c'est un code aussi, s'il est plus haut que la moyenne, il coûte très cher, le service perd de l'argent. S'il est plus bas que la moyenne, qu'on l'a fait sortir plus vite, etc., on gagne de l'argent. Ok? C'est clair ça? Ouais. Donc avec ça, on calcule l'activité d'un service. Ils ont additionné tous les codes pour tous les patients et tous les séjours. Selon l'activité, à la fin, vous avez le chef de pôle qui vient me voir et qui dit « Là, l'activité dans ce service, elle n'est pas assez haute. » Donc vous imaginez bien en gériatrie, quand vous avez quelqu'un qui, par exemple, s'est cassé la hanche, a une prothèse de hanche, il y a l'opération, mais après, les jours d'après, c'est surtout qu'il se remette, qu'il arrive à marcher à nouveau, etc. On ne fait pas tellement d'actes, en fait. Il fait surtout sa kiné, etc. Donc là, en fait, il ne rapporte pas. Clairement, on perd de l'argent. Donc, à la fin, du coup, ils viennent vous voir et vous disent, là, l'activité, pour se servir, ça va pas, vous dépensez trop d'argent, donc vous n'avez pas besoin de tant de monde, on enlève un infirmier, ou on enlève un aide-soignant, ou vous supprimez 2 lits. C'est comme ça, donc, qu'on voit bien comment chez nous arrive après le truc complètement dément de la course à l'activité. Parce que si vous voulez maintenir vos nombres de lits et vos effectifs, il faut que vous justifiez d'actes. Donc on voit bien comment la dérive marchande est arrivée, et aussi comment un service, quand vous lui téléphonez et que vous lui dites est-ce que tu peux me prendre Papinou qui a 84 ans, qui est hyper tendu, diabétique, qui a un ulcère, 2 escarres, le mec il sait que lui vous l'avez pour 3 semaines dans les pattes. Donc il vous dit non. Ok ? Et à la fin même, on s'arrange entre services, parce que nous là ça coûte de l'argent, on dit attends, là moi DMS, donc la durée moyenne de séjour, pour un patient qui a calculé, elle explose, tu peux me le prendre chez toi 3 jours, après je te le reprends, j'ai vu avec la rhumato, ils le prendront, etc. D'accord ? Voilà ce qu'on fait avec les patients. Alors tout ça, j'ai essayé moi de le dire en partie dans ce livre-là, qui est sorti, donc La révolte d'une interne, où tout ce qu'on parle aussi de T2A, etc., j'ai essayé de l'expliquer brièvement pour que justement on arrête de nous prendre pour des imbéciles, et que tout ça s'explique très bien. Comment ces 3 décennies, avec des choses comme ça, claires et pédagogiques comme je viens de vous expliquer, qu'on puisse comprendre ce qui se passe et comment ils nous ont menés là. Vous imaginez bien que vous rassurez un quart d'heure pour vous dire que ça va bien se passer l'opération parce que vous êtes anxieux, hyper stressé, c'est pas un acte. Vous écoutez correctement, vous auscultez pendant un quart d'heure, c'est pas un acte. Parler à votre famille parce que quelqu'un vient de décéder et prendre une demi-heure pour vous, c'est pas un acte. D'accord ? Donc on retire en même temps tout l'humain dans ce procédé-là. Ok ? J'en viens au fait qu'elle dit on abandonne le tout T2A. Bon, ce n'est ni plus ni moins qu'un aveu de faiblesse parce qu'elle a senti la pression avec toutes les hospitaliers soignants, associations d'usagers, vent debout contre ce truc-là. Donc en fait, elle fait un élément de com'. Elle dit on arrête la T2A, c'est pour faire de la T3A, clairement. Puisqu'elle dit on va plus rémunérer comme ça, on va vous rémunérer à la pertinence. Alors du coup, moi je suis allée chercher ce que c'était sa pertinence des soins. Alors, dans la pertinence, il y a doublement de la chirurgie ambulatoire d'ici à 2022. Donc, chirurgie ambulatoire,
Très bien, ouais, très bien, j'en ai eu pour mon genou quand j'avais 25 ans, sauf que j'avais 25 ans, maman à la maison qui m'a fait une purée jambon le soir, personne qui me dérangeait, et j'ai regardé Sex and the City le soir à 22h dans mon canapé. Ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Je pense notamment à la dame que j'ai vue la semaine dernière encore, qui avait 67 ans, qui est rentrée chez elle, qui m'a appelé de garde mon joli sac à dos et moi, ah bah tiens, je saigne beaucoup. Sauf que c'est quoi beaucoup? Sauf qu'en fait, cette dame qui avait eu, c'était quoi, une hystérectomie totale, je crois. Donc on enlève l'utérus. C'est très difficile à quantifier pour quelqu'un un saignement. Vous avez des gens, ils s'affolent pas, alors que c'est très important. Donc là, cette dame, elle avait juste perdu 2,5 points d'hémoglobine. Donc on organise ça, et c'est pas donc pareil pour une jeune femme de 25 ans qui se fait enlever un ménisque avec tout le monde à la maison qu'une vieille dame âgée qui a son mari à domicile. Elle a fait un malaise, la dame, son mari me dit bah ouais, mais moi avec ma hernie discale j'ai pas pu la remonter, j'ai pas pu la soulever, donc il nous a appelé nous. Enfin vous voyez, résultat, il s'est passé quoi? Cette dame, je la renvoie aux urgences. Enfin, c'est vrai que là c'était très pertinent, on a bien gagné. Comment une maman qui a 3 enfants, ah bah c'est rien du tout, c'est juste un polype. Ouais. Avec les 3 mômes à la maison et le dernier qui a 8 mois qui lui saute dessus et que moi j'arrive, la dame elle pleure, elle en peut plus. Comment on se repose quand on sort d'une opération et que vous avez 3 mômes à la maison? Vous dites à un bébé de 8 mois, excuse-moi maman s'est fait opérer d'un polype, mais c'est la chirurgie ambulatoire mon chéri, il faut qu'elle se repose à la maison? Non, ça marche pas comme ça. Donc ces gens sont complètement déconnectés de la réalité, et surtout à quel point on retourne à un truc uniquement organique. C'est-à-dire que vos chiffres tensionnels ils sont bons, pas de fièvre, pas de machin, tu rentres. Il n'y a plus d'humain en fait. On ne soigne plus des gens, on soigne une rate, un polype, une appendicite, on ne soigne plus des gens. Donc de là, il s'en passe quoi effectivement? Donc c'est ça, alors il y a la pertinence, il y a des indicateurs, parce qu'il n'y a pas assez d'indicateurs à l'hôpital, donc elle va faire des indicateurs. Dans ces indicateurs, il y a encore une fois une autre forme comme de choses qui vont avoir des dérives, c'est qu'elle dit, les gens vont pouvoir nous dire, par exemple pour une opération d'une prothèse du genou, à combien de jours ils ont remarché. S'ils ont été satisfaits de leur hospitalisation. Alors vous prenez à combien de jours on a remarché? Le chirurgien, quand vous l'appelez pour faire hospitaliser quelqu'un, si son service va être rémunéré à la pertinence des gens qui ont noté par exemple à combien de jours post-op ils ont marché, vous imaginez bien qu'il va vachement plus prendre des gamins de 30 ans qui risquent de remarcher à J3 que d'aller se prendre des mamies, papy, polypathologiques, à qui il va falloir 10 jours de kiné pour remarcher. Donc, encore une fois, on va avoir exactement les mêmes dérives qu'on avait avec la T2A. C'est du choix de patient. Donc ça, je vous le raconte aussi dans le livre pour ceux que ça intéresse, comment nous, après, à l'hôpital, on apprend donc, dès le premier semestre de l'internat, à vendre son patient. Puisque vous avez la cadre qui vient vous dire « faut que tu me le fasses, faut que tu me le fasses sortir, faut que tu me le fasses sortir ». À J1 de Spit, on vous demande « tu penseras à gérer la sortie de ce patient ?» Oui, mais il vient de rentrer, là, j'ai pas fait son observe d'entrée encore. Oui, mais il faut penser à sa sortie. Parce qu'après, on est coincé. Donc le mec, vous savez pas encore comment il va évoluer, mais vous avez déjà prévu sa sortie. Et du coup, comme il faut respecter les jours, vous, quand vous appelez un service de soins de suite et de rééducation, sachant que elles aussi, comme nous tous, elles sont sous-effectifs, elles sont crevées, ils n'ont pas assez de monde pour soigner, ils vont pas vous prendre le mec qui a besoin de 1000 soins. Donc, vous faites semblant au téléphone d'oublier qu'il est incontinent, vous faites semblant d'oublier qu'il se lève la nuit et qu'il fait des cauchemars et qu'il réveille tout le monde, vous dites non, oui, non, il est très bien ce patient, et puis voilà, c'est surprise pour les prochains. Et alors après, le truc, c'est que la cadre, comme elle sait qu'on lui la met à l'envers, elle vient elle-même voir le patient, pour être sûre qu'on va pas lui... Donc, vous voyez, le truc, on tourne... vraiment, alors j'ai fait plein d'anecdotes dans le livre, vous verrez, il y en a qui ont trouvé ça très drôle. La réalité, quand même... Je vous fais rapidement un petit... j'ai tenu aussi à ce que des soignants... à publier des témoignages de soignants qui m'envoient, pour ceux qui me suivent, vous savez que la page Facebook, maintenant, est devenue, malgré moi, un espace un espace d'échange, de débat, et c'est très bien que ça soit ça. Du coup, je vais vous lire le témoignage d'une aide-soignante. Et elle dit... pour vous donner ce que donne la perte de sens donc sur la vie des soignants. Je suis aide-soignante, les soignantes de l'ombre. Je fais en fonction d'aide-soignante dans un hôpital public depuis 12 ans. Je suis en arrêt maladie depuis 3 mois.
et demi pour burn-out, pardon, excusez-moi. J'ai aussi vécu une fausse couche de jumeaux, directement liée à mon travail, mais non probable. J'ai moi aussi voulu en finir. Maman alors de 2 adorables petites filles, en couple avec un homme parfait, faisant un métier que j'adore, j'ai voulu, moi, me jeter du 4e étage de l'hôpital, me foutre dans un platane sur la route. Que nous arrive-t-il? Allons-nous nous oublier encore longtemps? Je suis fonctionnaire et je ne veux plus retourner dans mon hôpital. Je me paye 3 psys entre 50 et 70 € la séance, alors que je touche 500 € en maladie. Je souhaite faire une reconversion, car ils ont réussi à m'écœurer de mon travail et de ce système. C'est pour sauver ma peau que je rends ma blouse, le cœur gros d'abandonner les patients, car oui, en plus je culpabilise. Faites bouger les choses, si mon témoignage peut vous aider, je le ferai. Marre d'être ignoré et traité comme de la merde, comme si nos vies, celles de nos patients, ne comptaient plus. L'argent, oh oui, l'argent nous détruit. L'argent est le nerf de la guerre, mais nous ne sommes pas des robots. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes dans ce pays, nous devons nous faire entendre. Parler pour nous dans nos campagnes, bien loin de ces têtes pensantes que nous voyons qu'en campagne électorale. Amicalement, une soignante en détresse. Vous voyez un peu la teneur d'où on en est, aidé comme ça. Et alors, je vous passe sur les choses stricto sensu liées à la fatigue des soignants. Vous avez Tom qui est gynécologue et qui dit de mon côté, je suis gynéco, mes gardes de 24 heures s'ajoutent à ma semaine de 50 à 60 heures et j'avoue qu'à 3 heures du mat, j'ai la césarienne facile car plus la force de surveiller un rythme cardio-fœtal 3 heures. Donc on est content de savoir qu'on fait passer les gens en César parce qu'on est trop crevé pour suivre des monitorings pendant 4 heures, à 3 heures du mat. Donc tout ça a donné quoi, vous le savez, on a un suicide de soignants par semaine à peu près. Donc là, ce qu'on est quand même arrivé avec le temps à faire, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux, c'est que la honte enfin change de camp. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où la culpabilité ne repose plus que sur les soignants, qui ont longtemps cru, effectivement, qu'ils n'étaient pas assez performants, pas assez... et puis on s'est bien amusé, effectivement, à enrôler tout ça. Vous savez, c'est bien connu, il faut qu'on aille faire de la méditation, c'est parce qu'on ne fait pas assez de yoga, on est un peu trop... on est un peu trop stressé par la vie, etc. Sans aucun moment, on reparle des politiques publiques. Vous avez ce très bon film Burning Out qui a été fait, ce documentaire à l'hôpital Saint-Louis sur les blocs opératoires, où donc vous avez l'intérim, puisque vous savez maintenant, on est infirmier. Infirmier, c'est plus un poste à un endroit, c'est un poste qui est un robot et qui peut être un jour en cardio, le lendemain en réa, le jour d'après en néphro, sans même imaginer qu'il y ait une spécificité à un service. On pense que les pions sont interchangeables. Dès lors, il apparaît qu'il y a évidemment une perte du sens de ce qu'on fait. D'abord parce que quand on est soignant quelque part, il y a une vraie spécificité de chaque service. Nous, on le voit bien quand on arrive, qu'on est des jeunes étudiants. Vous avez des infirmières qui sont depuis 30 ans dans le service. Elles en savent plus que les jeunes docs qui arrivent. Elles connaissent par cœur toutes les pathologies. Donc là, ça les fait rendre, elles, il y a une non-reconnaissance absolue de leur qualification, de leur savoir-faire, etc. Et on les prend pour des robots qu'on peut déplacer d'un endroit à un autre. Et bien, malgré ça, elles y ont mis tout le cœur qu'ils pouvaient. Alors, vous avez, c'est impressionnant. Dans le film, vous voyez le bloc opératoire, le matin, on dirait une salle de managing. Ils sont là, bloc 1, full, 2, full, 3, full, 14 opérations. Et puis, ils comptent comme ça, 13, 14 opérations par bloc. Donc, vous avez l'anesthésiste qui doit endormir 2 malades dans chaque pièce en même temps. Elle n'est pas sûre qu'elle va réveiller le même qu'elle a endormi. Donc vous êtes clairement le jambon, le roi Merlin, mais c'est vous, c'est des patients, quoi. On emballe, on referme, on endort. Et donc ces gens-là qui arrivent à tellement prendre sur eux qu'ils imaginent même une boîte d'idées où ils vont pouvoir essayer de mettre des choses pour mieux communiquer entre eux, parce que forcément à la fin ils s'engueulent, les mecs, le chir il n'a pas fini, vous avez l'anesthésiste, comme on n'a pas le temps et qu'il faut aller vite entre les patients, le patient on vous demande qu'il soit endormi avant de descendre, pour on lui parle plus en arrivant, il est endormi, il descend, on ouvre, on opère. Donc elle, comme le chir il a pas, chirurgien pardon, je parle un peu il n'a pas fini l'opération d'avant, elle lui dit ouais mais bon moi tu m'as demandé de l'endormir, là ça fait 2 fois que je passe de l'anesthésiant, toi t'as toujours pas fini, donc c'est dangereux quand même de passer plus longtemps du curare à quelqu'un. Il est là bah ouais mais moi je peux pas faire plus vite, j'ai pas fini celui-là, donc forcément il s'engueule. Et il y a qu'un moment où en réunion d'établissement avec la directrice, il y a quand même un chirurgien qui se tâte à dire mais enfin bon, on peut parler de l'organisation de l'hôpital et du management, mais est-ce qu'on peut poser quand même la question de l'organisation du service et des moyens qu'on a et de ce qu'on nous pousse à faire toujours plus? Et là, la directrice fait eh bien très bien, la discussion était très intéressante, on va s'arrêter là. Mais c'est comme ça, vraiment. Genre la nana, elle arrête la discussion dès qu'on pointe le problème. Ces gens-là savent bien où ils sont. Pour vous donner, j'ai oublié, excusez-moi, on va juste faire tourner
pour vous dire, à partir de janvier 2019, ce qui vous attend tous pour la chirurgie ambulatoire dont on parlait tout à l'heure, c'est que pour l'assurer, vous allez recevoir maintenant plus des humains, mais des SMS à la maison pour que vous quantifiez comment vous allez, que j'ai du coup publié, je vous laisse le faire tourner, ce qui est extrêmement humiliant. Donc moi, les premiers retours que j'ai des patients, c'est que donc là, la phase test, il est testé dans le Grand Est, dans le Sud-Ouest et dans une partie de l'Île-de-France, et il doit être généralisé à tout l'Île-de-France à partir du premier trimestre 2019. Ça veut dire que vous tous, là, chirurgie ambulatoire pour quelque chose, comme on sait qu'il n'y a plus assez de médecins généralistes, vous n'avez pas forcément une infirmière libérale au domicile quand vous l'appelez, il y en a qui ont des zones désertes où ils n'en ont pas. Donc en fait, pour s'assurer que vous ne soyez pas en train de crever chez vous quand même, parce qu'on fait un parcours de soins, vous savez, l'approche centrée patient, et bah du coup on vous envoie un texto. Si vous êtes fatigué, un peu, beaucoup, donc vous allez renvoyer peu, PEU, ou BCP pour beaucoup. Alors le sang, pareil, vous signez un peu, beaucoup, alors je ne sais pas trop comment vous allez quantifier, alors que nous, on sait tous bien que vous avez des gens qui grincent les dents, qui disent qu'ils ont pas mal, alors qu'en fait, quand vous les connaissez, vous connaissez leur faciès, vous dites non, là il faut rajouter. D'autres qui minimisent leur état, d'autres qui disent non, ça va, alors qu'en fait ils sont blancs, en sueur et qu'il faut les prendre en charge. Donc c'est juste dangereux de faire ça. Outre le procédé carrément humiliant, du coup il y a pas mal de gens qui m'ont renvoyé comment on fait, le mec il meurt, il écrit décédé, voilà, c'était assez drôle comme réponse. Sur le point de vue maintenant stricto sensu économique, pour rejoindre ce que disait Thomas et Riva, tu parlais des mutuelles. Alors bien sûr, il y a une vraie volonté, il ne faut pas croire que ces gens ne sont pas au courant. D'accord ? Là, vous avez quand même les 4 fédérations hospitalières du pays, pour la première fois dans l'histoire, première fois dans l'histoire de ce pays, que les 4 fédérations hospitalières appellent la ministre de la Santé et le gouvernement à lever les taux financiers qui pèsent sur leurs hôpitaux, à leur dire que c'est dangereux. Je rappelle quand même que depuis le début de l'année, il y a déjà 5 personnes qui sont mortes sur des brancards des urgences avant même d'avoir pu être examinées. Ce à quoi ils n'ont rien répondu, bien sûr, et c'est le président de la Fédération hospitalière de France, pour vous dire, il est maire UDI à Fontainebleau. Donc on n'est pas en train de parler de gauchistes qui disent arrêtez. C'est que c'est là, ça rejoint quand même tout le monde qui leur dit à un moment, faut se réveiller, vous êtes dangereux. Les médecins de Strasbourg ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Les 120 médecins de Saint-Brieuc ont démissionné de la commission d'établissement. Donc là, on est quand même à Avignon, ils sont menacés de 11 démissions d'urgentistes en même temps. Donc là, le truc explose partout. Aujourd'hui, les téléconsultations médicales, on nous répond que ça va être le progrès. L'y parler des frais des mutuelles et assurances, bizarrement, alors nous, on coûte un pognon de dingue, mais vous voyez, là encore, c'est pas dimanche gauchiste. Comme tu le disais, les frais de gestion des mutuelles et assurances, c'est la Cour des comptes qui a épinglé elle-même que les aides fiscales qui sont accordées pour les mutuelles d'entreprise, ça nous coûtait 3,5 milliards d'euros par an aux contribuables. Même à ceux qui ne bénéficient pas de mutuelles d'entreprise, du coup. Donc là, on ne va jamais chercher l'argent. Et l'ancien directeur de cabinet de Madame Buzyn, c'était qui ? C'était le PDG de Humanis, mutuelle, qui vient d'investir massivement dans les télécabines, qui, une partie d'entre elles ne sont pas remboursées par la Sécu, mais dans la mutuelle, AXA. D'accord ? Qui vient d'enregistrer au premier semestre 2018 2,8 milliards d'euros de bénéfices. D'accord ? Et aujourd'hui, quand on parlait du reste à charge, il y a pour 5% des gens qui ont surtout des ALD, etc., des restes à charge de 1 300 euros par an de frais d'hospitalisation. Et aujourd'hui, pour nous tous, les dépenses de Sécu entre 2002 et 2013, elles sont passées de 70% à 75%, là, la part des dépenses assurées à la Sécu. Donc, il y a déjà 25% à nos frais. Là maintenant, ils continuent le détricotage. Vous savez, vous avez vu les ambulanciers à Concorde. Ils sont en train de dire quoi ? Alors j'aime l'entreprise. Ça, il aime l'entreprise. C'est juste laquelle, quoi ? Celle la grosse au milliard, parce que c'est aussi des entreprises, les petites, les PME et les artisans qui ont des ambulances. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, c'est les hôpitaux qui doivent avoir leur propre compagnie d'assurance et les établissements de soins. Il va y avoir des OPA, donc des offres faites par les grosses boîtes, pour filer leurs ambulances aux hôpitaux. Bien sûr, vous imaginez bien, qui peut s'aligner avec des offres que vont faire des grosses et des immenses structures. Les petits artisans à côté, ils ne pourront jamais s'aligner. Sauf que ça veut dire quoi ? Les autres, pour être rentables, il faut qu'ils fassent 13-14 patients à la journée.
Ça veut dire quoi pour mamie Jacqueline qui adore, quand elle va faire sa chimio tous les mardis, avoir son ambulancière Marie qui a 5 minutes, qui s'assoit à boire un café, comment ça va, comment s'est passée la dernière chimio, bah ça c'est fini. Jacqueline, on monte, on y va, on te dépose, ils le disent eux-mêmes, on a l'impression de transporter des colis. Voilà, donc c'était sympa, hein, ça, je ne suis pas venue pour rien, tout va bien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, alors évidemment, il y a quand même de très bonnes nouvelles à tout ça, c'est que, surtout là avec les gilets jaunes, ils sont quand même grave dans la merde. Disons ce qui est. Là, j'ai quand même noté Madame Buzyn qui a parlé du dégel, effectivement, des 400 millions aux établissements hospitaliers. Je vous incite, pour ceux qui ont Twitter, à aller voir les centaines de messages qu'elle a reçus en réponse. Je ne citerai pas le quart des insultes que j'ai vues sur ce mur, mais ça en dit long sur l'état de détestation des personnels soignants. D'autant qu'elle a quand même un mépris évident pour l'état de santé. Je rappelle qu'elle a, il y a 3 semaines de ça, été interrogée par le quotidien du médecin, avec un médecin qui l'a interrogée sur ce qu'elle pensait faire comme mesure d'urgence pour l'état de santé des soignants et les suicides. Elle lui a répondu, écoutez, statistiquement, sur 1,2 million de salariés à l'hôpital public, il y a toujours des risques. Bon, voilà. Donc nous, on a nos morts et eux, ils ont leurs statistiques, quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà pour ce qui est de ces gens complètement déconnectés de la réalité. Moi, je pense, et en tout cas, je leur ai dit là, c'est une chose qui a notamment motivé l'écriture de ce livre, c'est que je ne leur pardonnerai pas nos morts. Ces gens-là ont une responsabilité sur la vie des gens. On n'est pas, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils n'étaient pas au courant. Aujourd'hui, ces gens-là ont leur responsabilité dans les maladies, dans les burn-out, dans les crises d'angoisse et dans les suicides de certains de nos collègues. Ça, j'ai pas l'intention de leur pardonner, et je crois que la majorité des gens qui sont en ce moment dans la rue tous les samedis n'ont pas l'intention de leur pardonner non plus. Et c'est très bien. Donc tout ça pour dire que on arrive quand même, pour quand même avoir une note positive avant de passer, j'imagine qu'il y a peut-être des questions après dans votre organisation, mais il y a eu des mouvements de révolte massifs, entre 100 et 300 établissements selon les jours de l'année en révolte constante sur tout le pays. Vous avez eu beaucoup de hashtags sur les réseaux sociaux, balance ton hosto, balance ton EHPAD, etc. La tribune que nous avons initiée, le docteur Prudhomme, urgentiste à la MUF, docteur Pelou et moi-même, pour le maintien de la dignité, le respect de la dignité dans les EHPAD, des résidents et des soignants, a recueilli plus de 670 000 signatures. Au-delà d'un demi-million, elle a donc été toquée par le Conseil économique, environnemental et social, qui a donc fait un audit, qui a repris exactement nos constats. Donc on a gagné ça. Ils ont demandé à Madame Buzyn d'intervenir. Alors, outre 2 heures sur « oui, c'est dur d'être vieux », ça veut dire que la mort approche. Nous devons accompagner ce moment, blablabla, comment gagner 10 minutes en disant rien. Mais donc, ils sont tous au bout du mur, parce que ce truc, il tient pas. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que pour l'acte 4, les soignants ont appelé à rejoindre les Gilets jaunes. Donc, très bonne nouvelle. Ils ont, dans de nombreuses villes, quand les Gilets passaient, vous aviez déjà les blouses blanches. Il y a beaucoup de vidéos à travers les hôpitaux, on les a vus applaudir, et là, ils ont appelé à rejoindre. Donc, parce qu'effectivement, il y a tous ces mots d'ordre globaux, en fait, de gens qui... les revendications, c'est quoi? C'est on veut vivre dignement de nos salaires, travailler dignement et respecter l'humain. Et en fait, ces gens-là, fondamentalement, n'ont aucun respect pour l'humain, tout simplement. Je crois que je vais m'arrêter là. Alors, merci.